Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, Monsieur le Président d'Aglopolis, chers élus, Monsieur le Président de l'Université de Tours, chers inspecteurs, Messieurs les Présidents et représentants des mutuelles CASDEN, Maïf, MGEN, sans lesquels ce prix d'initiative laïque ne serait pas remis depuis tant d'années. Peut-être vous nous rappellerez depuis combien de temps, tout à l'heure. Cher Jean-Noël, où est-il Jean-Noël? Cher Jean-Noël, cher Francis, cher Alain Cabantou, chers collègues, cher Bruno, sans qui cette cérémonie aurait lieu, mais sans lequel nous n'aurions pas l'immense honneur de recevoir Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chers festivaliers, amis des rendez-vous de l'histoire depuis près de 25 ans, vous qui avez décidé de fêter les noces d'argent avec la municipalité de Blois. Nous voici réunis une nouvelle fois pour la remise du prix d'initiative laïque 2022. Ce prix est dû à l'initiative, je le disais, de nos partenaires mutualistes. Je profite aussi d'avoir la parole aujourd'hui en tant que président du Centre européen de la promotion de l'histoire et encore plus en tant qu'historien, professeur d'histoire, pour rendre hommage à Paul Venn, qui nous a quittés la semaine dernière, alors que nous étions tous dans nos activités, nos cours d'hiver et nos écrits. Paul Venn était ce grand antiquiste, ce grand spécialiste de l'histoire romaine. Il a profondément renouvelé notre approche des premiers siècles de notre ère. C'est un historien hors norme, un conteur d'exception, comme l'ont été Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet. Il a été un grand défenseur de la laïcité, source de liberté, d'égalité, de démocratie, qui nous permet de nous distinguer tout en restant unis. Pour lui, la religion est un élément, je parle au présent, est un élément parmi d'autres de la civilisation et non la matrice de la civilisation, ce qu'il a si souvent expliqué. Professeur émérite au Collège de France, expert de la Rome païenne, il a beaucoup réfléchi sur le processus conduisant l'Occident à devenir chrétien. Il a visité, revisité les héritages culturels qui ont construit et peaufiné l'Europe. Paul Venn nous aide et nous aidera encore à réfléchir aux critères qui nous permettent d'être libres, je le disais, d'être de grands démocrates autant que faire se peut, tout autant que républicains. Le prix d'initiative laïque, qui va être remis dans quelques secondes, quelques minutes, trouve tout son sens dans ce vaste champ de la réflexion historique que Paul Venn a largement nourri. Alors, je vais appeler maintenant les représentants de nos mutuelles, responsables, présidents, directeurs généraux de la Maïf, de la CASDEN, de la MGEN, qui vont nous présenter donc le prix d'initiative laïque et surtout nous donner le nom du ou des lauréats. Et je vais laisser la parole en premier lieu à Yves Pélissier. Je le prie, vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc, j'ai ce soir le plaisir de vous présenter donc, le prix de l'initiative laïque 2022. Donc, avec nos amis de la CASDEN, de la MGEN, qui vont me rejoindre tout à l'heure, nous sommes très fiers et honorés d'être partenaires des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Vous pouvez être fiers de cet événement. Il est juste remarquable. C'est une équipe. C'est une équipe, bien sûr, bien évidemment, mais vous devez y être pour quelque chose aussi. Indivisible, démocratique, social et laïque, ces fondements de la République, ce sont aussi les fondements donc, de nos trois mutuelles. Et c'est donc pas par hasard que nous accompagnons le prix de l'initiative laïque depuis plus de 18 ans. Cette année, nous avons choisi de récompenser une expérience qui permet à des enfants de 4 à 11 ans de se faire une idée du rapport à l'autre, de la tolérance, in fine du vivre ensemble. Et quand cela se fait dès le plus jeune âge et dans le cadre de l'école, c'est tout simplement essentiel. Au-delà de son originalité, la richesse du projet tient aussi à la mise à disposition donc, d'un projet pédagogique pour l'enseignement de la laïcité de manière transdisciplinaire. Pour 2022, la lauréate est l'association Ensemble Hélios pour son spectacle musical « Je suis différent ».
Le jury a très clairement été séduit par l'originalité de la démarche qui permet d'aborder la laïcité sous une forme artistique et ludique. Donc, sans plus attendre, j'invite à me rejoindre la présidente de l'association Ensemble Hélios, Madame Béatrice Imos. Merci, Madame. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, c'est un grand honneur et un grand bonheur pour l'Ensemble Hélios de recevoir le prix de l'initiative laïque. Je vous remercie au nom de ces musiciens, Nathaël Marie, notre violoniste, Isabelle Lequien, notre altiste, Christophe Beau, le violoncelliste, et sa flûtiste, directrice artistique et créatrice de tous les spectacles, Christelle Reynaud. Ils n'ont pas pu être présents, malheureusement, ce soir parce qu'ils donnent une série de concerts en Suisse. Mais comme vous le voyez, ils sont sur la photo derrière moi. Et ils sont surtout avec nous en pensée, très émus par la reconnaissance témoignée pour leur spectacle « Je suis différent ». Je n'oublie pas le merveilleux Philippe Lodenbach, notre narrateur, le premier fan du spectacle, qui est primé ce soir et qui dit souvent en riant que notre spectacle devrait être d'utilité publique, reconnu d'utilité publique. Les musiciens m'ont demandé de vous faire part de leur émotion particulière de recevoir le prix après celui reçu l'année dernière par Gilles Roumieux pour son hommage magnifique à Samuel Paty et à tous les professeurs. Je suis fière et heureuse d'être la présidente de ce quatuor si créatif, novateur et engagé, loin de l'image convenue que l'on associe parfois à la musique classique. Votre prix récompense indirectement leur inlassable travail depuis des années en faveur de la diffusion des valeurs de laïcité à travers la musique et le spectacle en général. C'est donc un engagement qui ne date pas d'aujourd'hui. En 2 mots, l'Ensemble Hélios, c'est une carrière de musique de chambre avec des concerts classiques en quatuor, mais aussi une centaine d'œuvres de compositeurs contemporains composées spécialement pour lui, ce qui lui vaut le soutien de la Maison de la musique contemporaine. Ce sont aussi une quinzaine de premiers enregistrements mondiaux et de nombreux prix internationaux. Par ailleurs, c'est plus de 30 années de représentation de spectacles, d'actions pédagogiques auprès des jeunes publics, souvent en zone d'éducation prioritaire, mais aussi des productions musicales dans les hôpitaux, les prisons et les EHPAD. Je suis différent. Le dernier spectacle, celui qui est primé ce soir, est un conte musical sur le vivre ensemble malgré nos différences. Nous sommes heureux qu'il puisse contribuer à l'éducation de la tolérance et s'inscrire dans la campagne de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale. Christelle Reynaud l'a accompagné, comme le disait tout à l'heure M. Pellissier, d'un dossier pédagogique qui en fait une vraie aventure citoyenne que les enseignants peuvent s'approprier afin d'ouvrir les jeunes à la réflexion, au dialogue et aux valeurs humanistes. La musique et le théâtre sont de puissants amplificateurs d'optimisme et de partage, de vrais vecteurs de transmission des valeurs au-delà des frontières pour faire réfléchir les petits et les grands sur les problématiques sociétales essentielles du moment. Je suis différent, parle de ce monde métissé qui est le nôtre, en intercalant des réflexions et des échanges entre les 3 cordes et la flûtiste. Le spectacle, lui, n'élude pas les problématiques parfois difficiles auxquelles nous sommes confrontés, mais donne une vision positive de la diversité. Le spectacle a déjà été joué une dizaine de fois avant la crise du Covid, avec des retours enthousiastes des jeunes, des enseignants et des familles. Il est reprogrammé pour une dizaine de nouvelles sessions, et notre rêve serait qu'il dépasse les 200 représentations de notre spectacle précédent, « Comment Mozart vient aux enfants ». Nous sommes sûrs que votre prix va puissamment l'aider à diffuser le message contenu dans le refrain de la chanson qui clôt le spectacle et que je vous livre ici. Les autres colorent mon quotidien, leurs différences me font du bien. Encore un immense merci de nous avoir décerné ce prix. Là, on va appeler la remise du prix. Merci beaucoup, madame. Le prix est original. Chaque année, les 3 mutuelles donc, que j'invite à nous rejoindre choisissent de très bons lauréats, très bonnes lauréates. Donc les 3 mutuelles, CASDEN, Maïf, MGEN. Je remercie aussi Yves Pellissier, qui est le nouveau président de la Maïf. Merci à vous. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir.
Merci beaucoup. Maintenant, j'invite... Ça vient. On va laisser les clichés tout de même. Merci à vous. Merci encore. Merci, monsieur. Merci, madame. Et maintenant, j'invite, vous saurez la fin, madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Madame la ministre, chère Jacqueline, monsieur le préfet, monsieur le maire de Blois, cher Marc, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président d'Aglopolis, monsieur le président du conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire, cher Jean-Noël, monsieur le directeur des rendez-vous de l'histoire, monsieur le président, cher Éric, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur l'ambassadeur du Portugal, mesdames et messieurs. Ainsi, tout le monde est salué en ses grades et qualités. C'est important que chacun ait le mot qui le convient. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous ce soir dans cet hémicycle différemment composé et pour saluer cette belle initiative laïque, ici, à Blois, ancienne capitale royale, devenue capitale des historiens. En cette semaine de rentrée parlementaire, j'ai tenu à être présente à ces 25e rendez-vous de l'histoire, parce que la présidence de l'Assemblée nationale, telle que je la conçois, est mobile et ouverte. Le piège, à mon sens, serait de s'enfermer au Palais Bourbon, de s'isoler derrière ces hauts murs dans le confort de la routine parlementaire. Eh bien non. Je veux être au contact de la société, en prise avec les citoyens, là où il se passe quelque chose de stimulant pour l'esprit et pour la République. Et à Blois, clairement, il se passe quelque chose. Le public est au rendez-vous, parce que nos concitoyens veulent connaître leur histoire et font confiance aux historiens. Je ne suis pas historienne, mais je suis convaincue que la connaissance historique nous aide à mieux comprendre notre pays. Tout à l'heure, en me promenant à travers la halle aux grains, j'ai été impressionnée par la somme de travaux, de réflexions, d'études sur tout ce qu'ont réalisé les Français. Et je songeais à cette belle phrase d'Ernest Renan qui est aussi un message d'espoir. Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Étudier le passé, ce n'est donc pas se complaire dans le passéisme, c'est déjà préparer demain. Et pour avancer, la manière de travailler des historiens me paraît inspirante. Pour écrire l'histoire d'un individu ou d'un groupe, en effet, il faut respecter une certaine méthode. Pour légiférer aussi, j'en suis persuadée. Un historien qui prendrait ses désirs pour des réalités et des clameurs pour des arguments n'aurait aucune chance d'être invité à Blois. Vous me le confirmez. De même, un député doit se mettre à l'étude du réel, aller aux sources, vérifier et croiser les informations, accepter la controverse courtoise et étayée pour faire sérieusement son travail. En politique aussi, il faut de la méthode, il faut de la mesure, le sens de l'écoute, la volonté d'aboutir à un compromis raisonnable. C'est particulièrement vrai dans le domaine sensible des croyances et des pratiques religieuses, où l'on a tôt fait de réveiller les vieux démons de l'anathème et de la discorde civile. Dans ce pays blésois, il y a 5 siècles, ravagé par les guerres de religion, savourons le plaisir de pouvoir aujourd'hui échanger librement, sans invective ni menace, y compris sur les questions religieuses. Saisissons cette chance de pouvoir débattre sereinement sur des sujets aussi délicats que l'interruption volontaire de grossesse,
l'éducation de nos enfants, la fin de vie. Sur tous ces thèmes, nos conceptions spirituelles, philosophiques ont forcément une influence sur nos choix politiques, mais elles peuvent s'exprimer sans dogme, sans tabou, dans une discussion ouverte. Et cette liberté extraordinaire a une condition, la laïcité de l'État. Une république respectueuse de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes, mais qui ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, tel est en effet cet équilibre, ce miracle laïque, si j'ose dire, que nous a apporté la loi de 1905, en définissant les contours de la laïcité à la française. Ce modèle, bien des professeurs me l'ont dit, n'est pas toujours facile à enseigner. C'est la faiblesse des grandes idées, toujours plus complexes à transmettre que les slogans simplistes et réducteurs. La laïcité à la française, parce qu'elle concilie liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d'adorer ou de critiquer, liberté de douter, repose sur cet idéal humaniste et pacifiste qu'on nomme la tolérance. Je me félicite donc que le jury du prix de l'initiative laïque, après, m'a-t-on dit, 2 bonnes heures de discussion nourrie, ait justement choisi de récompenser l'esprit de tolérance. Il l'a fait en distinguant cette année le spectacle « Je suis différent », un conte musical proposé par la compagnie Hélios. Toutes mes félicitations à cette troupe de la Creuse qui, s'adressant aux enfants de 4 à 11 ans, les sensibilise aux problématiques de l'altérité dans un langage accessible et vivant. Hélios, c'est le soleil. Et je trouve quelque chose de solaire à cette volonté d'illuminer le quotidien par l'art, de faire passer les idées humanistes par la médiation du son, du rythme et de la couleur. La musique nous nourrit par-delà nos différences, elle nous révèle dans notre humanité commune, dans une sensibilité partagée qui dépasse les appartenances religieuses, les appartenances et les assignations, sans pourtant nier les influences culturelles multiples qui façonnent chacune de nos histoires singulières. Comment pouvoir dire « je suis différent » et s'intégrer dans un vaste et fraternel ensemble, la société ? Comment être soi sans se couper des autres ? C'est toute la magie de la République, qui nous veut unis sans être uniformes, singuliers sans être isolés. Je salue donc le travail de la compagnie Hélios, qui est d'utilité publique, comme vous l'avez dit, madame. Aussi ambitieux qu'élégant, son projet s'accompagne d'un riche dossier pédagogique permettant aux enseignants d'aborder les questions de laïcité. C'est là encore une excellente méthode. À l'Assemblée nationale aussi, j'ai voulu, dès le début de cette session parlementaire, faire appel aux artistes, aux comédiens, pour faire venir le public dans cette maison du peuple qui doit redevenir notre fabrique des lois. Il y a 3 jours seulement, après avoir inauguré l'installation d'une sculpture de prune nourrie dans la cour d'honneur du Palais Bourbon, j'ai pu accueillir le spectacle de Jean-Louis Debré sur ces femmes qui ont réveillé la France. D'autres débats historiques seront bientôt reconstitués avec des comédiens de renom pour faire revivre à nos concitoyens le meilleur de nos délibérations parlementaires. Parmi celles-ci, le débat de 1905 occupe une place de choix. Pendant 48 séances, sans une injure, sans un éclat, mais tout simplement avec brio, les députés français ont discuté fermement et dignement de la place des religions dans la République. Un avocat qui n'était que député depuis 3 ans s'est chargé d'être le rapporteur de ce débat, qui semblait impossible. Ce débutant, Aristide Briand, va parvenir à un compromis si solide qu'en 2022, il fonde toujours notre pacte républicain. Aristide Briand, après cet exploit, deviendra le grand homme d'État que vous connaissez, l'apôtre des États-Unis d'Europe et de la réconciliation franco-allemande. Pour cela, il recevra le prix Nobel de la paix en 1926. Sachons entendre la méthode d'Aristide Briand, qui, à la fin du grand débat sur la séparation des Églises et de l'État, s'adressait en ces termes à ses collègues.
J'ai voulu réussir dans l'accomplissement de la tâche qui m'avait été confiée. Pour cela, sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui tous ont été respectés, je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. En répondant à ses derniers adversaires, il concluait sur l'essentiel, à savoir que sa loi aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement pouvaient réclamer vos consciences, la justice et la liberté. Ces mots, servis par sa charmeuse voix de violoncelle, Briand les maîtrisa très tôt, puisque lycéen à Nantes, il étonna Jules Verne qui l'emmena dans ses promenades en mer. Quiconque a navigué un tant soit peu comprendra ce compagnonnage unissant l'écrivain et le jeune militant républicain. En mer, le sentiment de liberté se fait intense. Comme les vagues et le vent, il submerge les consciences, il emporte les cœurs. Jules Verne le fera dire au capitaine Nemo, la mer n'appartient pas aux despotes. En se donnant pour thème la mer, les rendez-vous de l'histoire nous ont ainsi fait prendre le grand vent des libertés démocratiques, de l'émancipation, de l'ouverture au monde et aux autres. J'en félicite les organisateurs et je m'efface devant Alain Cabantous pour sa leçon inaugurale sur la mer en partage. Je vous remercie. Il me reste à appeler mon cher Jean-Noël, président du Conseil scientifique, pour présenter le conférencier du soir. Eh bien, c'est, mesdames et messieurs, un de mes privilèges rares, j'en ai plusieurs par les temps qui courent, de pouvoir présenter l'orateur de notre leçon inaugurale. Nous avons, vous le savez, mais vous le savez tous, des rituels, et en voici un auquel nous sommes fort attachés. Et il m'est particulièrement aisé et doux de le faire, puisqu'il s'agit de la personnalité d'Alain Cabantous, et que, d'une commune voix, tout le Conseil scientifique a pensé, monsieur et chers collègues, que vous seriez l'homme idéal, l'homme idoine pour venir inaugurer nos travaux collectifs. Vous l'êtes évidemment, et tous ceux qui sont attentifs à votre œuvre ne peuvent être qu'en être convaincus. Vous aviez tout jeune, déjà je ne sais pas si vous avez été habillé en costume marin, vous ne m'avez pas fait de confidence à cet égard, mais je vous suis à partir de votre thèse consacrée aux populations maritimes de la mer du Nord et de la Manche orientale. Bien ça, je vous surveillais d'un air attentif, j'ai l'impression de passer encore une leçon. Mais c'est une déformation professionnelle que je vous pardonne aisément. D'autant plus que nous vous sommes vraiment très reconnaissants pour votre œuvre, plus largement. Vous avez, à partir de là, décidé d'être un auteur maritime, et vous l'avez fait d'une manière que nous considérons comme étant hors de pair. Vous avez beaucoup voyagé, soit de fait, soit par la pensée ou par vos travaux. Les archives sont plutôt sur la terre qu'en mer, mais je ne sais pas si vous les avez emportées. En tout cas, nous pouvons vous lire sur tout ce que la mer offre à l'attention de l'historien, de passionnant, de vivant, d'émouvant, les mutineries, l'ensemble de ce qui peut se passer en mer, dans les ports aussi. Vous êtes beaucoup intéressé aux gens de mer. Je pense que les travailleurs de la mer de Victor Hugo ne vous sont pas tout à fait étrangers. Je pense que vous avez là ouvert un champ d'études qui vous faisait vraiment, qui rendait nécessaire que nous vous appelions ce soir. Mais je ne voudrais pas, je ne sais pas si c'est réducteur que de dire que vous n'avez seulement parlé de la mer, mais enfin, vous avez parlé beaucoup d'autres choses aussi. Et vous avez en particulier un livre qui m'est très cher, qui est consacré à la nuit. La nuit. La nuit, je me demande si ça ne pourrait pas être un jour un thème, enfin, je ne sais pas. Non, rassurez-vous, je ne fais pas encore de bande-annonce pour dimanche soir, c'est notre rituel. Mais c'est un peu sombre tout de même. Enfin, nous en parlerons et nous consulterons les uns et les autres. Vous vous intéressez aussi à la fête. Tiens, encore un thème possible, oui. Puisque vous avez fait un livre sur Noël. Noël. Ce qui prouve chez vous, le sentiment du drame maritime peut se combiner avec un certain sens du bonheur partagé. Est-ce que je peux dire ça ? Vous ne pouvez pas nier, de toute façon, vous n'avez pas la parole. Et puis, puisque nous sortons à l'instant d'un moment précieux qui a célébré la laïcité, je voudrais dire que vous êtes l'auteur d'un livre que je conseille à tous, un livre consacré au blasphème. Magnifique sujet.
Et je rebondis sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure, en particulier par vous, Madame la Présidente, sur ce que représente la laïcité en dialogue avec la tolérance. C'est une équation parfois difficile à respecter, mais vous nous guidez en racontant l'histoire. On a cité, Madame, vous avez cité les travaux magnifiques de la Chambre des députés, en honorant par là même l'éloquence parlementaire, à laquelle vous veillez, j'en suis sûr, encore aujourd'hui. Le moment de 1905 a été précédé par le moment magnifique du point de vue qui nous occupe de 1881. Et dans votre livre, vous évoquez bien sûr les débats qui ont eu lieu à ce moment-là à la tribune entre ceux qui pensaient qu'il fallait malgré tout protéger les croyances en interdisant qu'on les attaquât. L'évêque d'Angers, en particulier, disait, mais enfin tout de même, vous n'allez pas attaquer Dieu. Pas attaquer Dieu, on n'a pas le droit de le faire. Et Clémenceau, toujours magnifique, comment ne pas avoir un faible pour Clémenceau? Clémenceau répondait, mais Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Et en vérité, on est là au centre de quelque chose d'absolument essentiel. Vous parliez de la difficulté parfois d'expliquer aux enfants ce que c'est que la laïcité. C'est une bonne manière d'approcher cela, leur faire relire en détail. Non, peut-être pas. Quand même, les débats, ils sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Parce que Clémenceau et les autres expliquent extrêmement bien qu'on peut être infiniment respectueux de tous ses contemporains, c'est-à-dire ne jamais les attaquer sur leur ethnie, leur race, on disait encore race à l'époque, sur leur origine, sur leur religion, que cela est ignoble, mais qu'en revanche, on a le droit de critiquer toutes les religions, et que ce n'est pas s'en prendre à personne de concret que de dire qu'on désapprouve les religions. Évidemment, il s'appuyait aussi sur le fait que la plupart des religions monothéistes ont toujours eu une aile particulièrement sanglante. Je ne connais pas, je n'ai pas connu cela, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, vous le montrez très très bien dans ce livre, monsieur, c'est d'affirmer qu'il y a là une base fondamentale et qu'on ne doit pas se lasser d'expliquer, je l'ai fait dans le 19e récemment au collège Georges Clémenceau, d'expliquer aux enfants, et ce n'est pas toujours facile, la coupure, la différence entre le respect absolu de la croyance des gens et le droit absolu de critiquer cette croyance en tant que telle. C'est un message que nous sommes nombreux ici, je crois, à dispenser autour de nous, à avoir dispensé, puisque l'occasion me l'a été donnée et que grâce au prix qui a été attribué tout à l'heure, cette occasion était vraiment pour moi féconde et bienvenue. J'ai voulu y insister un peu en renvoyant à ce livre sur le blasphème. C'est celui qui nous a fait nous connaître personnellement, en dehors de cet aspect pluribiographique qui n'intéresse personne. En dehors de cet aspect des choses, je voudrais dire que c'est un beau livre et que par conséquent, pour cette raison aussi, nous allons vous écouter avec une attention, un intérêt et peut-être une connivence sans pareil. Merci beaucoup. Je remercie bien sûr très chaleureusement Jean-Michel au journal Jeannet pour ces quelques mots en connivence. Et je remercie les organisatrices et les organisateurs de m'avoir invité. J'en suis extrêmement flatté et ému. D'Aldrizi, dans sa géographie de 1154, nul ne sait ce qui existe au-delà de l'océan ténébreux, ni n'a pu en apprendre rien sûr des difficultés qu'opposent la navigation, la profondeur des ténèbres, la hauteur des vagues, les nombreuses tempêtes, la prolifération des bêtes et la violence des vents. Quelques siècles plus tard, dans la correspondance de Marmontel, à la fin du XVIIIe siècle, il écrit à un de ses amis « Je suis allé à Dieppe et je n'ai pas vu la mer. Entendez par là, je n'ai pas vu la mer déchaînée. » Troisième et dernière citation, je n'abuserai pas, d'un poème contemporain
d'un collègue qui nous a quittés en 2008, Père Pondaven. La mer, l'avez-vous entendu? Qui a déjà entendu la mer? Ni moi, ni vous, ni personne. La mer est un fantôme. Elle ne parle pas. Ses seuls mots sont de sel. 3 extraits sur un temps long qui, chacun à sa manière, évoquent la difficulté d'appréhender la mer, une sorte de mystère et d'insondable imprévision qui se dérobe et qui impose une violence native et emblématique. Autant d'approches qui, parallèlement, développent une sensibilité propre à chacun d'entre nous. Cette maritimité singulière, c'est-à-dire ce rapport intime à la mer que nous avons. Car aborder ce thème océanique revient toujours à convoquer des souvenirs, des images, à la fois autonomes et dépendantes, entre impression singulière et construction artistique, voire même publicité. Face à cette composante disparate d'un tel sujet, comment un historien peut-il réfléchir? D'abord, en s'avouant qu'il est probablement l'un des derniers à se saisir d'un sujet primitivement et massivement littéraire et pictural. Ces truchements qui ont permis le partage entre paysages sublimes et naufrages catastrophes. Sujet aussi éminemment scientifique. Biologie marine, écologie, océanographie, orographie sous-marine, et l'évocation de ces 2 derniers domaines fleurbon la géographie. Peut-être influencé par Strabon, cet historien et géographe du début de notre ère, qui écrivait « C'est la mer qui dessine la terre ». Michelet, dans son ouvrage éponyme de 1875, reprend le conseil en affirmant que, je cite, « C'est par la mer qu'il convient de commencer toute géographie ». Bien que, selon Paul Pelletier, il écoute d'abord les tempêtes en historien, y percevant la rumeur des batailles. Et justement, comment un historien, aujourd'hui, écoute-t-il, ou plutôt entend-il, non plus seulement les bourrasques et les canonnades, mais la mer tout entière? Alors qu'elle impose à tous cette temporalité, que mobilise-t-il dans son approche? Sinon, c'est vrai, des notions topographiques, à condition qu'elles soient, et c'est l'essence même de notre métier, à condition qu'elles soient saisies, créées, ressenties, animées par des femmes et par des hommes qui, d'une manière ou d'une autre, affrontent ce milieu. En effet, socialement et culturellement, la mer possède une dimension dialectique où se jouent des contradictions majeures. D'évidence, la mer en partage sépare comme elle unit. Porteuse d'une double figure, cette fascination et cette terreur qui en fait, je dirais, un élément presque sacralisé. Mais bien davantage, elle favorise un partage et une compétition donc entre les savoirs, les nations, les individus, devenant le théâtre d'affrontements incessants. Elle impose une séparation entre le travail et le ludique, entre le ciel et les abysses, entre le rêve et le réel, entre les marins et les terriens. Faussement familière aux estivants, elle n'en contient pas moins, aujourd'hui encore, une part d'inconnu qui hier était massive. Proposez donc une réflexion historienne plutôt qu'historique en si peu de temps, impose des choix, oblige à des raccourcis, provoquera chez vous forcément des frustrations. Je l'assume. Tout en évitant les lieux communs des hommes libres qui toujours chériront la mer. Mais aussi parce que l'historien doit ici se faire géographe. Et c'est peut-être une des richesses de notre discipline d'imposer aux élèves historiens de faire un peu de géographie, et l'inverse, évidemment, est vrai. Et donc de réfléchir, c'est ce que je vais faire devant vous, autour de 3 notions qui sont éminemment géographiques, justement. La mer comme espace,
la mer comme lieu et la mer comme territoire. Même si l'épistémé a rendu l'approche extrêmement complexe de ce concept central d'espace dans la géographie scientifique et plurielle, on entendra l'espace comme un environnement naturel. Cette grande étendue d'eau s'amuse à dire Jean Tardieu dans sa sonate des Trois Messieurs. Grande étendue d'eau, effectivement, 71% de la surface de la Terre, qui abrite 60 à 70% des espèces vivantes, engendre plus de 60% des écosystèmes, régule plus de 80% des climats de la Terre, etc., etc. Sans omettre pour autant cette dimension humaine que les géographes ont bien saisie, qui est inscrite dans un cadre temporel, comme la géographie culturelle de Guy Dimeo en particulier nous le montre. Dimension temporelle, donc dimension historique. Plusieurs variables découlent de cette acception. D'abord, la dilatation du milieu en fonction du rythme des ambitions des États et des curiosités contraintes. Quelques exemples rapides que vous connaissez tous, bien entendu. Dans l'histoire de l'Europe, pour simplifier, au commencement était la Méditerranée. Et à partir de là, quelques étapes, des 3 continents du bateau de Palmyre, cher à Maurice Sartre, aux 4 parties du monde de Serge Gozinski, bref, de l'Est. On part de la Méditerranée vers l'Est, l'océan Indien, vers le Sud, la Libye antique, c'est le nom de l'Afrique, puis vers l'Ouest, c'est la grande traversée atlantique. Ce sont là les genèses de la dilatation de la foi et de l'Empire, pour reprendre le grand poète portugais Luís de Camões. En Orient, effectivement, c'est la même chose. Sous la dynastie Song du Sud, au XIIe siècle, les Chinois avaient aussi élargi leur espace et déjà atteint l'Inde, le Golfe Persique et l'Afrique. Et bien avant Balboa, 1513, ou Magellan, 1520, rappelons les découvertes successives de l'immense Pacifique par les Polynésiens à partir de sauts insulaires. Et pourtant, malgré les sillages multiples de ces découvertes, cet espace semble sans trace. C'est embêtant pour un historien. La mer est un chemin sans chemin, écrit le redoutable magistrat Pierre de l'Ancre au début du XVIIe siècle. Plus poétiquement, Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-tombe, et je vous cite ce superbe passage, « Sur le chemin de l'océan, le long duquel on ne perçoit ni arbre, ni village, ni ville, ni tour, ni clocher, sur cette route sans colonne, sans pierre miliaire, qui n'a pour borne que les vagues, pour relais que les vents, la plus belle des aventures est la rencontre entre 2 navires. » Plus prosaïquement, en évoquant les affrontements militaires, le ministre Maurepas, au milieu du XVIIIe siècle, écrivait qu'après une bataille navale, je cite, « la mer reste toujours aussi salée ». Comme si l'espace reprenait ses droits à l'infini, quoi que nous fassions, quoi que nos ancêtres aient fait. Et justement, le rôle des humains et le partage qu'ils en feront permet-il pourtant de mieux circonscrire cet espace océanique ? Si dans l'histoire européenne, la Méditerranée est devenue un acteur à part essentiel, et pas seulement au temps de Philippe II, cher à Fernand Braudel, ce statut n'est performatif que par l'action des hommes. Il n'y a donc pas en soi d'histoire de l'Atlantique, d'histoire de la Baltique, d'histoire de la mer du Sud, ni même de l'Atlantic History, trop anglo-saxonne d'ailleurs pour être totalement légitime. Car ce sont les hommes qui toujours déterminent la factualité d'un espace à travers leur propre histoire collective, leurs propres souffrances partagées, leurs propres espoirs, leurs propres ambitions aussi. C'est l'espace obligé et renouvelé du passage vers une terre qui est soit promise, soit imposée. De Moïse aux colonisations grecques jusqu'aux traversées contemporaines clandestines, si souvent tragiques, des migrants fuyant la guerre, les ravages climatiques ou la misère d'aujourd'hui, à partir de la Libye en particulier ou de la Tunisie. Rappelons plus de 25 000 morts en 2021, plus de 45 000 personnes juste au cours du premier semestre 2022 qui se sont déplacées ou qui ont été déplacées, et d'innombrables autres voyages migratoires en rupture le montrent bien, ceux de millions d'esclaves pendant 3 siècles et demi, 300 000, si je puis dire, seulement à la fin du XVIe siècle, 20 à 30 000 par an autour de 1750,
100 000 par an à la fin du XVIIIe siècle. 100 000 par an. Simultanément, tant d'autres personnages non contraints par un simple aller ont sillonné cet espace au gré des opportunités, laissant des traces éphémères dont le seul sillage, là, est l'écriture. Un exemple parmi d'autres, l'épopée de l'équipage de Piero Chericini, noble vénitien dont la nef part de Crète en avril, retenez la date, en avril 1431, pour rejoindre la Flandre. Et au milieu de novembre, et pour 5 semaines, il dérive vers le nord. On abandonne le navire au large de la Norvège. L'équipage, ce qu'il en reste, échoue sur une île déserte le 6 janvier 1452. Secourus par des pêcheurs des îles Lofoten, où il reste 3 mois avec eux, ils vont regagner Venise entre octobre 1432 et janvier 1433 par la Suède, Rostock, Londres, pour une quinzaine d'entre eux seulement sur une 50aine de marins. Près de 2 ans de dérive, dont la seule trace est celle d'un survivant, Chericini, qui a écrit ce document. Mais la circulation des hommes, donc des informations de la spiritualité comme des marchandises, s'accentua singulièrement, on sait tous, dès le XVIe siècle et ne fit que s'intensifier, installant cet espace océanique comme un vecteur essentiel des activités humaines, jusqu'à y associer depuis quelques décennies une dimension ludique avec, je pense évidemment, les sports de voile. Face à la mer, où plus que nulle part ailleurs, la manifestation des éléments naturels n'est aussi dangereuse, plus que nulle part ailleurs, le rapport des humains à cet espace s'apparente encore à une tentative d'apprivoisement à travers des fixations mythiques. Comme si la volonté de contrôler l'incontrôlable suscitait un ensemble de processus culturels. Que n'a-t-on dit? Que n'a-t-on écrit sur les tempêtes, les naufrages ou les fortunes de mer, métonymie de la catastrophe et figure extrême du risque? L'espace violent, devenu alors inhumain, se transforme, enfle, se replie, ressac après ressac, présente alors une mobilité incessante où le paysage change à tout instant, accentuant plus encore cette perte des repères dont je parlais tout à l'heure. Même si chaque navigation n'est pas grosse d'un naufrage, très loin s'en faut, et heureusement. Mais c'est d'abord la dimension dramatique de l'événement, le combat contre les éléments, plusieurs heures durant, voire plusieurs jours et nuits, la souffrance des naufragés jusqu'à la perte des traces d'humanité, la destinée très contingente des survivants dont on ne parle pas assez, qui provoque la crainte de l'inévitable affrontement avec cet espace, signe prémonitoire de la fin des temps. De plus, la surface agitée renvoie à ces bas-fonds assimilés plus tard au 6e continent. Ces bas-fonds, cet espace privilégié d'une tératologie grouillante sur lequel Dieu lui-même n'a pas de prise si l'on en croit le prophète Amos au chapitre 9. Spatialité diabolique donc et monstrueuse, à la fois dont les termes et les témoignages nous permettent de mesurer si mal pourtant l'angoisse de celles et de ceux dont le corps risquait d'être livré au flot et la déréliction spirituelle qui les attendait, mais j'y reviendrai dans un instant. Pourtant, cet espace maritime est jalonné de lieux naturels, les promontoires, les caps, les anses, les récifs, les îles, ou de lieux non naturels comme les ports. Et ces lieux sont des portions d'espace, sujettes à leur tour à des appropriations singulières et à des mises en discours spécifiques. La mer comme lieu est aussi la mer comme non-lieu. Car si celle-ci, en tant que telle, n'est pas à proprement parler un lieu, elle se constitue en une sorte de déterminant essentiel qui les fixe et qui les construit. Je prendrai 2 exemples. Le port, d'abord. Le port est établi soit en fonction d'une réalité topographique de la mer, baie ou bassin abrité, Marseille, Amsterdam, embouchure fluviale, comme Gdansk, soit par rapport à une articulation mer-fleuve, et c'est particulièrement important à l'époque médiévale, avec ses ports de fond d'estuaire,
Londres, Séville, Bruges, Anvers, Nantes, Bordeaux, Rouen, Hambourg, Lisbonne. Bon. Soit par la volonté de la puissance publique, avec la création de villes nouvelles. Et ce qui est très intéressant, vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'époque moderne, on crée des villes, mais que la plupart de ces villes nouvelles sont des ports. On verra pourquoi tout à l'heure. Le Havre, Lorient, Sète, Whitehaven, Altona, Karlskrona, Livourne, Villa-Réal, Saint-Pétersbourg, etc., etc., sans compter, bien sûr, les fondations de villes coloniales américaines ou encore les villes africaines anciennes, Dakar, Conakry, Zanzibar, ou liées elles-mêmes à la colonisation, comme le Cap. Ces lieux, ces ports, sont d'abord des ancrages destinés à maîtriser ce qui apparaît à tous comme un lieu d'affrontement avec un espace sauvage, c'est-à-dire la mer elle-même. Le chroniqueur Jacques Martel, à propos de la pose de la première pierre du port de Sète en 1666, a cette réflexion que je trouve tout à fait étonnante et intéressante, et il écrit « Cette pierre, première pierre, ainsi bénite, fut portée en procession jusqu'au bord de la mer. Et après l'avoir fait mettre où les flots venoient la baigner, on conjura la mer d'avoir du respect pour elle et pour toute structure dont elle devait être le principe. Le port devient ainsi un lieu de domestication en sus des passes, des bancs et des courants qui servent à sa protection, tout en étant responsable très souvent de la perte de très nombreux navires. Mais aussi un lieu réceptacle de richesses, de l'emporium antique à la sidérurgie sur l'eau ou aux raffineries, et partant évidemment un lieu de fraude. Un lieu d'innovation technologique. Vous voyez les instruments de levage, la fameuse grue de Gdansk, ou encore les bassins à flot du port de Liverpool au XVIIIe siècle. Un lieu de monumentalité largement mis en valeur de manière fantasmée d'ailleurs par la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, alors que la réalité est souvent beaucoup plus prosaïque et délabrée, disons-le, faute de quais appropriés par exemple. Un lieu de spectacle aussi, avec la mise en valeur par Vernet ou par Hue et par tant d'autres peintres, avec ce va-et-vient des navires, le départ des flottes ou des flottilles de pêche, à propos desquels les touristes vont accourir surtout avec le développement des chemins de fer après les années 1850. Plus rien de tout cela, bien sûr, aujourd'hui, puisqu'il y a un hiatus entre le port et la ville, hormis peut-être lors des grandes courses à la voile, où un certain nombre de ports continuent ou recommencent à vivre. Mais depuis l'époque médiévale au moins, jusqu'au milieu du XXe siècle, le port, et plus encore le port d'envergure, se caractérise aussi par la présence spécifique, mais toujours très minoritaire, moins de 10% de la population, d'acteurs essentiels pour faire fonctionner justement cette activité économique, pour développer les transports, c'est-à-dire les gens de mer. Au regard du reste d'une population qui est diverse et plus ou moins inféodée aux activités maritimes. Le port reste, pour l'ensemble de ces populations, un lieu socialement partagé. Seconde construction du lieu, grâce à la mer, le navire. Le navire. Et le navire est un lieu de partage pour tous les navigants, marins et passagers, mais aussi un lieu de contradiction, comme la mer elle-même. Avant le développement de la révolution industrielle et de la vapeur, le navire est la machine technique la plus sophistiquée que l'Occident peut produire. Mais c'est aussi une machine aussi indispensable que vulnérable, ou aussi vulnérable qu'indispensable. C'est un lieu d'investissement capitalistique et un lieu d'exploitation. Je rappellerai ici que le développement de la division du travail et les cadences épuisantes du labeur se sont d'abord exercés sur les bateaux de pêche de morutiers. C'est un lieu de puissance affichée et de danger souvent implacable. C'est un lieu circonscrit, insalubre, confiné, qui se meut
au sein d'un décor illimité et balayé par les vents. C'est un lieu de promiscuité et de violence masculine, un lieu d'épreuve, d'éloignement, de maladie et de mort ailleurs. Je rappellerai qu'à l'époque moderne, plus de la moitié des navigants, probablement plus de 60% même des navigants, ne meurent pas dans leur port d'attache. Et cette mort, justement, c'est la fabrique d'un non-lieu. Non pas à la façon dont l'entend Marc Auger, c'est-à-dire un endroit où peut s'exercer une expérience d'individualité solitaire et de médiation non humaine. Non. C'est un non-lieu parce que la mort en mer s'appréhende comme telle. C'est parce qu'elle ne trouve là ni phénomène identitaire, ni relationnel, ni historique. Ce non-lieu est comme un point d'effacement rapide, violent, radical pour chacun à bord. Ainsi, après un affrontement sanglant en mer du Nord, en septembre 1708, où on avait eu la très mauvaise idée d'envoyer les galères marseillaises en mer du Nord, le galérien protestant Jacques Marteil rapporte qu'après la bataille, on ne faisait que déchaîner et jeter à la mer sans examiner de plus près si on était mort ou en vie. Ces funérailles se faisaient d'ailleurs si précipitamment que dans le moment, ils avaient vidé tout le banc. Et si l'on en croit le navigateur anglais Edward Barlow, à la fin du XVIIe siècle, quand il meurt en mer, le marin est rapidement inhumé, épargnant à ses amis le désagrément d'aller à l'église et d'entendre sonner le glas, d'avoir à assumer la charge de lui faire une tombe et un cercueil, d'inviter ses amis et sa famille à son enterrement et d'acheter du vin et du pain pour qu'ils boivent et mangent avant la cérémonie ou d'autres ennuis de ce genre. Non, quand un marin meurt en mer, il le couse dans une vieille couverture ou une vieille toile, accroche à ses pieds 2 ou 3 boulets de canon et le jette par-dessus bord, souhaitant le repos à sa pauvre âme. Sans avoir de prédicateur qui lise devant sa tombe, ni aucune autre forme de cérémonie. Effectivement, en régime de chrétienté, pour les mourants en mer, pas de secours spirituel ou sacramentel, sauf en cas rare de présence d'un aumônier. Les gens de mer, à cet égard, sont aussi des laissés pour compte, même dans ce domaine, comme si le non-lieu d'une mort partagée s'apparentait à une forme ultime de désocialisation. Et ces non-lieux de la disparition impliquaient une autre radicalité, une autre interrogation, celle que se faisaient les familles restées à terre, puisqu'il n'y avait aucune possibilité pour elles, aucune possibilité topographique, aucun lieu de recueillement. D'où les subterfuges et la création d'autres lieux pour réintégrer, je cite, ceux qui ne meurent pas comme les autres. Murs des naufragés dans les cimetières, ouverture nocturne des tombes fraîches entre le 1er et le 2 novembre, rites de Poella dans les îles armoricaines. Autant de partages possibles face à l'insondable séparation. Mais entre espace et lieu, peut-on aussi penser la mer comme un territoire ? Les géographes, comme pour l'espace, ont beaucoup travaillé cette notion. En effet, le territoire se distingue de l'espace par son organisation à travers le principe de domination, c'est-à-dire là où un pouvoir peut s'exercer, mais encore par son caractère d'appartenance et d'appropriation par un ou plusieurs groupes afin d'assurer ses besoins vitaux. Enfin, par ses limites. Je reviendrai sur ces termes en le rapportant à la réalité océanique. Principe de domination. Contrôler la mer, c'est tenter d'en faire un territoire prolongé de la souveraineté et de la puissance économique d'un État. Entre les colonisations grecques et le Mare Nostrum romain, désignation reprise orgueilleusement par Mussolini, ce fut l'objectif de la Hanse, des aristocraties italiennes, Gênes, Venise, etc. Et la conquête des îles procède de cette stratégie différenciée dans la fixation d'un territoire. Fixation militaire,
On peut penser à Belle-Île, du côté de français, ou à Malte, par exemple. Fixation économique avec les Canaries, les Açores, avant les Antilles, bien sûr. Les deux, économiques et militaires, dans le cas de l'archipel japonais ou des îles de la Sonde. Mais au revers, c'est alors que ces territoires insulaires perdent leur puissance onirique qu'ils avaient eue. C'est-à-dire, en fait, cette puissance qui avait conduit les individus à aller vers ces îles. Leur dimension fantastique où tout peut arriver, dans la destinée de l'homme, comme le rapportent tant de récits de l'Odyssée aux singularités de la France arctique dans Rétevet au XVIe siècle, en passant évidemment par le fameux voyage de Saint-Brandan. Ce contrôle territorial fut et reste un objectif partagé, donc, et je reprends la très belle formule de Guillaume Calafa, donc jalousé de la part des grandes nations. Dans l'histoire européenne, la France, avec un intérêt très lent et tardif pour les provinces maritimes, la Normandie d'abord bien sûr, la Picardie, puis la Provence au bas Moyen-Âge et enfin au XVIe siècle la Bretagne. L'Angleterre avec les possessions des Plantagenets où, selon l'historien Yves Renoir, l'Atlantique était le centre de gravité entre la Grande Île et l'Aquitaine, avant de ramener d'ailleurs à l'époque moderne la territorialité anglaise à la Manche, devenue d'ailleurs l'English Channel, uniquement de leur côté. Aujourd'hui, les eaux territoriales poursuivent ces rôles. Cette partie de la mer côtière sur laquelle s'exerce et s'étend la souveraineté d'un État, 12 000 marins, Convention des Nations Unies de 1982, avec un droit de passage pour les navires dits inoffensifs. La France, entre parenthèses, est la seconde puissance après les États-Unis à posséder la plus grande superficie mondiale, avec 11 millions de kilomètres carrés. On y ajoutera la création des ZEE, les zones économiquement exclusives, avec une souveraineté là, qui s'étend sur 200 000, c'est-à-dire 370 kilomètres. Quels sont les instruments de la domination de la souveraineté ? Comme l'écrit Jean-Noël Jeannet, d'abord les séductions mobiles de la cartographie. J'ai beaucoup aimé cette formule, je le dis sans forfanterie. De la carte pisane de 1296 au Portulan, qui indique les routes et les ports, avant la cartographie de plus en plus élaborée de l'école de Nuremberg ou de celle d'Henri le Navigateur, c'est à la fois la connaissance et le contrôle possible de ces nouveaux territoires hier inconnus qui sont en jeu. La cartographie joue un rôle stratégique fondamental. Elle a toujours joué. C'est donc l'importance considérable de cette documentation qui, pendant très longtemps, est restée secrète. Et la réalisation de ces cartes était aussi l'une des missions essentielles des découvreurs, repères et mesures jalousement conservés. En outre, elle a permis pendant longtemps d'y fixer les aspects symboliques, en particulier d'y fixer les monstres de la mer qu'on voyait réapparaître. Et à cet égard, si vous ne connaissez pas la cartographie d'Ortelius, précipitez-vous même sur Internet pour regarder ces magnifiques planches de ce cartographe flamand. Donc, séduction de la cartographie. Deuxième instrument de la domination, la construction juridique. Code justinien, normes musulmanes, rôle d'Oléron, consulat de Delmar, loi de Visby, se sont mobilisés en compilations successives, non seulement pour tenter de régler les litiges commerciaux, mais aussi pour faire respecter un pouvoir de juridiction et affirmer justement la souveraineté des territoires qui se doivent de coexister. Mais ce droit maritime multiple et sédimenté n'excluait pas, et n'exclut toujours pas, les contestations relatives aux territoires marins et aux lectures concurrentes qu'en fait chaque État. Je renvoie simplement à la grande controverse qui a eu lieu au début du XVIIe siècle entre le Mare Liberum du néerlandais Hugo Grotius et sa réponse de l'anglais John Selden avec le Mare Clausum, qui aboutira d'ailleurs aux actes de navigation de Cromwell de 1651, ou au monopole des grandes compagnies de commerce des grandes puissances de l'époque. Et pour autant, cette réglementation, cette juridiction, n'évite pas le refus assumé de toute tutelle, alimentée entre autres par les pirateries, que ce soit les pirateries tyrrhéniennes ou les pirateries de la mer de Chine, ou aujourd'hui du golfe de Guinée ou de Somalie. Troisième instrument de la domination, les flottes de guerre.
Selon Sir Walter Raleigh, à la fin du XVIe siècle, je le cite, « Celui qui commande la mer commande le commerce. Celui qui commande le commerce commande la richesse du monde. Et celui qui commande la richesse du monde commande le monde lui-même. » Et si les Song en Chine furent les premiers à établir, après 1130, une marine militaire permanente, une marine d'État, c'est seulement à l'époque moderne que les flottes identiques en Europe vont devenir le symbole du sea power, nécessitant le développement de la construction navale, l'établissement d'arsenaux territoire dans le territoire, et là, le recrutement des équipages. C'est un véritable problème que le recrutement des équipages, puisque les marins sont peu nombreux. À peu près 60 à 70 000 à la fin du XVIIIe siècle en France, à peu près 100 000 en Angleterre, un peu moins de 30 000 en Espagne, et puis le reste à l'avenant. On a tout essayé, le système de la presse, les registres des classes, puis l'inscription maritime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces populations sont les seules, pendant très longtemps, au moins sous l'Ancien Régime, à devoir un service militaire obligatoire. Aucune autre catégorie sociale n'est soumise à ce régime, sans grande compensation, en dépit d'arrangements nécessaires pour maintenir effectivement ces faibles effectifs. Et pour eux seuls, la mer est un partage contraint. Troisième caractéristique du territoire, je vais aller très vite, je vous rassure, c'est l'appropriation des richesses. Il y a les pêches, notamment, évidemment, les grandes pêches de Terre-Neuve, avec la création d'abord empirique de territoires nationaux qui se reproduisent autour de Terre-Neuve, qui sont comme exportés. D'ailleurs, au moment du traité d'Utrecht de 1713, qui n'est pas très glorieux pour la France, l'Angleterre a exclu totalement la territorialité française. Il a fallu des accords supplémentaires pour accorder aux pêcheurs français le droit d'exercer leurs activités sur ces eaux. Aujourd'hui, bien sûr, les énergies fossiles, les métaux rares, les énergies du vent et des marées, les biodiversités des fonds de ce sixième continent, encore largement inconnu, sont des objets à la fois de partage, plus ou moins réglementés, et plus ou moins disputés, mais plus disputés que moins disputés. Enfin, à propos des territoires, c'est la question des limites. Une territorialisation qui peut être d'abord associée aux limites naturelles de la mer, ce que Braudel a affirmé d'ailleurs à l'encontre de Lucien Febvre. Les rivages ont donc pu constituer une frontière de ces territoires, mais non sans un questionnement essentiel qui ne vous aura pas échappé. Où s'arrête la mer ? S'arrête-t-elle sur l'estran, sur cette interface, physiquement peut-être, même si les marées se font sentir loin à l'intérieur. Politiquement et économiquement, c'est beaucoup moins sûr. Je rappellerai les différences de perception entre l'Angleterre, la France et l'Espagne, par exemple. Pour l'Angleterre, la frontière de son territoire est en pleine mer et il est formé par le wooden wall de ses flottes. En France ou en Espagne, c'est le rivage qui est la frontière territoriale. Et donc, on doit démultiplier les fortifications sur le littoral, que ce soit des deux côtés des Bourbons au XVIIe ou au XVIIIe siècle. De même, économiquement, la dynamique de la construction navale britannique, par exemple, n'aurait pas été concevable sans les naval stores venus du centre de la Suède, du centre de la Pologne ou même de la Sibérie. Et à une échelle moindre, celle de la France, il y a, pour construire la marine de Louis XIV puis la marine de Louis XVI, un véritable aménagement du territoire. Je veux dire par là que la métallurgie est fournie par l'Angoumois, par exemple, ou par le Dauphiné. Les bois viennent du Jura ou viennent des Pyrénées, etc. etc. Les armements viennent du Forez. Autrement dit, il y a là, au nom, je dirais, de la construction d'une puissance, une territorialisation de territoire qui dépasse, vous voyez, largement les rivages. Et ces approches n'excluent pas d'autres réalités des confins frontaliers. On pense au bornage sanitaire, plus ou moins efficace, voire moins efficace avec la peste de Marseille de 1720, qui a quand même éliminé la moitié de la population de la ville en quelques mois.
la mise en place dès la fin du Moyen-Âge, notamment dans l'espace méditerranéen, de ces lazarets, de ces bureaux de santé, afin d'éviter les contagions meurtrières venues d'ailleurs. Comme si la mer était une frontière mouvante aux chevauchements multiples, chère à Jean-Luc Pifteau, créatrice de territorialités incertaines ou pour le moins toujours contingentes. Je vais conclure. Je ne suis pas tout à fait dupe de l'aspect parfois rhétorique et un peu académique de cette triple approche de la mer en partage, puisque certains exemples auraient pu être interchangeables dans la place de leur exposition et les notions parfois se confondre. Ainsi, pour Michel de Certeau, l'espace est d'abord un lieu pratiqué. Ce sont, je le cite, les marcheurs qui transforment en espace la rue géographiquement définie comme un lieu par les urbanistes dans l'invention du quotidien. La transposition marine est aisée et l'espace serait ainsi une animation des lieux grâce à la mobilité navigante. Peut-être était-ce déjà le cas avec les lignes des portulans et sans aucun doute aujourd'hui avec le désormais tracé répétitif des routes maritimes des supertankers ou des porte-conteneurs géants. Il n'empêche, cette tripartition participe de ce que j'ai désigné par une mer en partage, aux fonctions multiples que lui assignent les hommes, aux richesses qu'elle procure, aux possibilités de communication et de conflit qu'elle suscite. Et s'y ajoutent les facteurs concrets que la mer impose à tous, et donc que tous partagent. Pour ceux qui naviguent, l'incertitude de la traversée, le risque, l'affrontement des éléments, mais aussi pour ceux qui restent sagement à terre, le divertissement. Et s'y adjoint désormais un autre paramètre, c'est la fragilité de cet écosystème de plus en plus visible et dont nous dépendons. La perte des ressources, la surpêche, les pollutions en tout genre. Rappelons quand même qu'il y a actuellement près de 90 millions de tonnes de plastique dans la mer. 90 millions de tonnes. Dégazage, rejets chimiques de l'agriculture, érosion des fronts de côte, tsunamis meurtriers, montée des eaux océanes, qui font prendre conscience d'un autre rapport à la mer et d'une autre forme de partage. Dès lors, et pour demain, ce qui est donc en partage entre les hommes et la mer, c'est bien la précarité d'une condition solidaire et existentielle. Je vous remercie.